Salut, ici Julien pour vous présenter le jeu de la semaine. Ça s'appelle la politique canadienne. Et le but, c'est de gagner les élections fédérales et de gouverner le pays pendant 4 ans. Mais attention, pour accomplir leurs promesses électorales et adopter des projets de loi, les joueurs devront surmonter plusieurs embûches et réagir à des situations imprévues. En passant, si t'es Canadienne ou Canadien et que t'es majeur, je te conseille d'écouter cette vidéo attentivement parce que t'es automatiquement un participant de la politique canadienne. Alors, prêt à comprendre les rouages des élections et les coulisses du pouvoir? On y va! La politique canadienne, c'est un jeu qui se passe en 3 phases. Établir son programme, se faire élire, puis gouverner. Première étape, établir le programme. C'est maintenant que les joueurs revêtent leurs plus beaux atours pour se rendre sexy aux yeux de la population. Chaque joueur représente un des 5 partis politiques du jeu. Le Parti libéral, le Parti conservateur, le Nouveau Parti démocratique, le Parti vert ou le Bloc québécois. Si vous avez acheté l'extension, vous aurez plus de choix, mais concentrons-nous sur les 5 principaux partis. Les partis doivent d'abord se choisir un ou une chef. Le chef est super important. C'est l'image du parti, c'est la figure la plus médiatisée et c'est aussi celui dont le travail va être scruté avec le plus d'attention. Et on va voir plus loin que les cartes événements peuvent venir compliquer son travail et celui de son parti. Maintenant, chaque joueur bâtit la plateforme électorale de son parti en présentant les promesses qu'il compte mettre de l'avant, genre baisser les impôts pour la classe moyenne, réduire la criminalité ou construire un pont entre Montréal et la Rive-Sud. Les promesses sont faites, on passe à la deuxième phase, se faire élire. C'est ici qu'on va savoir quel joueur se retrouve au pouvoir. Dans la politique canadienne, le territoire est découpé en 338 subdivisions qu'on appelle des circonscriptions. L'objectif de chaque joueur, c'est que son parti soit élu dans le plus grand nombre de circonscriptions possible. Les circonscriptions, elles sont vraiment variées. T'as le Nunavut, par exemple, qui est énorme mais pas super peuplé, ou Papineau, à Montréal, l'une des plus petites et denses au pays. Mais peu importe leur taille et leur population, les circonscriptions ont toutes la même valeur parce qu'elles sont représentées par un seul député. Bon, pour bien vous expliquer comment fonctionne la partie du scrutin, je vais vous donner un exemple qui est basé sur la dernière partie que j'ai jouée avec mes amis en 2015. Ça fait quand même longtemps. Regardons comment ça se passe dans une circonscription de taille moyenne, disons Sault-Sainte-Marie, en Ontario. Sur les quelques 79 000 personnes qui habitent Sault-Sainte-Marie, il faut enlever ceux qui n'ont pas de 18 ans parce qu'il faut être majeur pour voter, ceux qui n'ont pas encore leur citoyenneté canadienne et ceux qui ont juste choisi de ne pas exercer leur droit de vote. Il y a donc un peu moins de 44 000 électeurs qui sont rendus aux urnes pendant cette partie-là. Les électeurs ont le choix entre plusieurs candidats. Chacun est associé à un des partis. Les candidats tentent de se faire connaître de la population en participant à des activités variées. Des épluchettes de blé d'Inde, du porte-à-porte, des débats, trucs comme ça. Mais, en général, les gens votent en fonction de leur appréciation du chef et de son programme. En fait, c'est ça qui guide le choix de la majorité de la population. Nos électeurs de Sault-Sainte-Marie se rendent donc dans leur bureau de vote à la date prescrite par la loi électorale, c'est-à-dire le 3e lundi d'octobre. En 2019, ce serait par exemple le 21. Je dis ça de même, là. Voici donc les résultats de ma partie de 2015 dans Sault-Sainte-Marie, qui, je le rappelle, est une des 338 circonscriptions du pays. Pas besoin d'avoir la majorité des votes pour remporter une circonscription. Comme ici, le candidat libéral a récolté 45 des voix. Même si un candidat a un seul vote de plus que les autres, il gagne. Je rappelle qu'à l'échelle du pays, le parti gagnant, c'est celui qui fait élire le plus de députés d'un océan à l'autre. Même avec un député de plus, c'est ce parti qui forme le gouvernement et c'est son chef qui devient premier ministre. Sauf qu'il y a une nuance. Si le parti gagnant remporte moins que la moitié des 338 circonscriptions, il va former un gouvernement minoritaire. Dans ce cas-là, pour faire passer des lois, le parti au pouvoir va devoir rallier à sa cause des députés de l'opposition. Ça veut dire de la conciliation, de la discussion et de la collaboration entre les partis. Et même que si assez de députés de l'opposition s'allient, ils pourraient faire tomber le gouvernement et forcer la tenue de nouvelles élections. Ouh, c'est excitant! Mais si le parti vainqueur a plus que la moitié des députés, il va former un gouvernement majoritaire. Le nombre magique, c'est 170 députés. À partir de ça, tu peux gouverner beaucoup plus facilement parce que tu peux faire passer les projets de loi de ton choix. En 2015, 17 592 778 Canadiens ont voté au total dans les 338 circonscriptions. Ça a donné ça, un gouvernement libéral majoritaire. Là, je sais, ce serait tentant pour les joueurs qui n'ont pas gagné de rentrer chez eux déçus. Mais non, il faut pas. Les partis d'opposition sont super utiles. Ils talonnent le gouvernement pour avoir des réponses dans les dossiers chauds. Ils représentent tous ceux qui n'ont pas voté pour le parti au pouvoir. Et ils offrent une alternative pour la prochaine élection. Bon, leur impact sur les décisions est minime, mais l'opposition est quand même importante.
Et c'est maintenant le temps de la troisième phase, la plus difficile, gouverner. À cette étape, les députés font leur entrée à la Chambre des communes, dans le Parlement, à Ottawa, juste ici. C'est le lieu où ils vont siéger pendant les prochaines années. Là, le gouvernement en place tente de réussir le plus de ses promesses de la première phase du jeu. Son but, c'est de convaincre la population pendant 4 ans qu'il est assez bon pour avoir droit à un autre mandat. Je vous avertis, c'est la partie du jeu la plus dure et la plus frustrante. Le gouvernement fédéral peut prendre des décisions qui touchent, entre autres, le budget fédéral, l'armée, la citoyenneté, les Premières Nations, l'impôt, le système de justice. Pour le reste, genre les écoles et les hôpitaux, c'est dans un autre jeu qui s'appelle la politique provinciale. Sauf qu'être au pouvoir, c'est pas comme une balade dans le parc. Ça ressemble plus à une longue course à obstacles. D'abord, tout projet de loi doit passer par le Sénat. Le Sénat, c'est l'autre chambre du Parlement canadien, qui est formé de 105 personnes choisies par le premier ministre quand un poste se libère. Les sénateurs vont jamais dénaturer un projet de loi, mais ils peuvent demander des changements et forcer un peu la main des députés. Voyons voir. Amendement du Sénat. Les provinces ont le droit d'empêcher la culture du cannabis à la maison. On se souvient que la légalisation du cannabis, c'était une des promesses fortes des libéraux. Sauf que si le gouvernement voulait que ça passe, il devait accepter cet amendement voté par le Sénat. Ensuite, il y a l'opposition qui est là pour s'assurer que tu n'essaies pas de passer de petites vites aux Canadiens et aux Canadiennes et pour te faire mal paraître aussi dès que c'est possible. Là, on va piger une petite carte. Les vacances à l'étranger du premier ministre font scandale et l'opposition en profite pour multiplier les critiques à son égard. Les décisions des partis sont aussi influencées par la manière dont elles sont reçues par les électeurs. Le Canada, c'est un grand pays, donc une décision qui est populaire dans l'Ouest pourrait provoquer la colère dans l'Est. Sans oublier évidemment les limites du budget. Les coffres de l'État sont profonds, mais il faut quand même faire des choix. Et une fois rendu au pouvoir, ça se peut que tu te rendes compte que tu n'as pas assez d'argent pour réaliser toutes tes promesses. Et puis, il y a aussi les lobbies. Les lobbies, c'est des entités qui représentent des intérêts économiques et qui vont mettre de la pression sur les députés afin que les décisions du gouvernement soient à leur avantage. Voilà, le temps de cligner des yeux, presque 4 années se sont déjà écoulées. Les partis doivent maintenant proposer de nouvelles promesses, former une équipe avec des anciens et des nouveaux candidats qui vont retourner dans leur circonscription vêtus de leurs plus beaux atours pour se rendre sexy aux yeux de la population. Et tout le manège recommence. Carrément buzzant ce jeu, n'est-ce pas? Avoir du plaisir tout en s'instruisant, ça c'est ma définition d'une belle soirée entre amis. Et vous, que pensez-vous de la politique canadienne? N'hésitez pas à nous écrire pour nous en faire part. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à notre compte Instagram pour ne rien manquer du programme électoral de RAD.